suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir dans tes bureaux. On est à Hong Kong au 31e étage d'une tour avec une vue incroyable. Donc Olivier Cuisinaire, tu es General Manager APAC de Equimetrix, qui est une société de conseil spécialisée en data. Exactement. On va rentrer plus dans les détails, bien sûr, dans un instant. Vous avez une grosse actualité avec une levée de fonds de 24 millions qui a été annoncée il y a une semaine, c'est ça? Il y a une semaine, ouais. Je te raconterai, mais super annonce, ouais. Ça, et les implications avec l'Asie, en plus, c'est super, il y a un lien avec l'Asie. Mais vas-y, pour commencer, je te demande de te présenter brièvement. Ok, super. Je suis Olivier Cuisinaire. Je suis en Asie depuis maintenant 7 ans. 6 ans à Hong Kong et puis j'ai fait un stop à Singapour d'une année. J'avais travaillé 10 ans avant en France et maintenant je suis le General Manager d'Equimetrix, qui est justement la société de conseil spécialisée en data science, et donc je gère le bureau de Hong Kong et plus généralement les activités en Asie. D'accord. La data science, c'est quoi? La data science, c'est le métier d'analyse de la donnée. Où aujourd'hui on a de plus en plus de données et c'est comment avec des nouvelles technologies on peut être plus prédictif et analyser un plus grand volume. Donc c'est comment on passe en gros d'un fichier Excel à analyser des centaines de millions de données sur les réseaux sociaux et anticiper quels vont être les comportements des consommateurs ou améliorer le fonctionnement de l'entreprise. En très simple, ça va être ça. De l'Excel au Panda, on peut dire ça, au Data Frame, les Panda Data Frame, non? Alors, il y a les Panda Data Frame. J'ai découvert ça récemment, donc je garde ma science, mais. Il y a beaucoup d'animaux. Alors, c'est aujourd'hui le langage qu'utilisé, c'est Python. C'est un langage de code et qui permet justement d'analyser la donnée de manière qu'un peu le langage de base du data scientist. D'accord. Ok, on va revenir donc un peu sur ton parcours. Donc, tu m'as dit 10 ans en France. Ouais. T'as fait l'INSEAD aussi, puis ensuite t'es arrivé en Asie, donc raconte-nous un peu comment tout ça s'est déroulé. Ouais. J'ai un parcours d'ingénieur, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en télécom, et j'ai commencé dans le conseil, donc j'ai fait quasiment toute ma carrière dans le conseil, donc c'était pas forcément une volonté, mais ça s'est passé comme ça. Donc j'ai commencé à travailler pour une société qui s'appelait à l'époque Solucom et maintenant qui s'appelle Wavestone. Donc c'était une petite pépite française. C'était 150 personnes quand je suis arrivé, 2000 personnes quand je l'ai quitté 10 ans après. J'ai eu 2 métiers. J'ai eu un premier métier dans le conseil, dans les télécoms, justement, assez logique. Et puis un deuxième métier qui était plutôt dans le développement commercial. Et donc j'ai fait 10 ans de carrière dans la société. Et au bout de 10 ans, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question. La société avait bien grandi. Et c'était le moment pour moi de voir d'autres horizons. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que aller faire un MBA, c'était une bonne idée. Et quitte à faire un MBA, autant prendre le meilleur. Et puis j'avais pris le numéro 1. Donc c'était beaucoup de boulot après les journées pour préparer le dossier. Et il y avait l'option de le faire soit à Fontainebleau dans le sud de Paris, soit en Asie. Donc la question était vite vue. Et donc je suis parti faire mon année, c'est une année à Singapour. Et quand on se retrouve en Asie, on sait que le futur est là, c'est assez immédiat et évident. Et je voyais toute la diversité qu'il y avait en Asie, le boom économique. Donc et à ce moment-là, donc c'était en 2013-2014. Et en 2014, je me suis dit, donc je reviendrai pas en Europe et j'ai envie de faire ma deuxième partie de ma carrière en Asie. Donc c'est l'INSEAD qui t'a amené à l'Asie, quoi. En fait, tu t'es dit, je veux l'INSEAD qui est un super MBA. Ouais. L'INSEAD a une grosse spécialisation Asie. Enfin, on croise beaucoup d'alumni de l'INSEAD dans la région. Donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est imposé à toi. Donc il y a 2 facteurs qui ont fait que je suis venu en Asie. Il y avait l'INSEAD dont on a parlé, puis il y a ma sœur aussi qui a déménagé en Asie il y a 20 ans.
Et donc elle est venue à Hong Kong en fait. Et donc je suis venu en Asie quasiment tous les ans depuis 20 ans. Donc c'était un peu une graine qui était dans l'esprit. Et c'est sûr qu'après quand j'ai fait l'INSEAD, c'est un peu, ça a confirmé. Je comprends pourquoi elle était venue ici et c'était assez évident. Ouais. D'accord. Et l'INSEAD, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a préparé à travailler en Asie quelque part? Alors c'est super intense, c'est une super expérience. Donc si je fais pas la promo l'INSEAD, mais j'ai vraiment adoré mon année. C'est une année par rapport aux MBA qui sont aux États-Unis, qui sont plutôt sur 2 ans. Et ça prépare énormément pour venir en Asie. Premièrement parce qu'il y a énormément de gens de différents pays d'Asie, donc on est confronté à la diversité et c'était un peu le premier choc quand je suis arrivé à l'INSEAD, c'était la diversité en général, mais encore plus en Asie. On se rend compte que souvent on arrive avec une préconception de l'Asie un peu monobloc, la Chine, le Japon, mais en fait il y a énormément de nationalités. Par exemple l'Inde, il y avait énormément de personnes de l'Inde et on se rend compte que c'est un pays qui est énorme avec énormément de diversité. Donc cette diversité des gens, et puis après il y a plein de cours pour comprendre les dynamiques en Asie et donc ça a été aussi un autre élément qui ont fait que ça m'a permis de rentrer plus dans le sujet et de me dire bon voilà c'est vraiment là où j'ai envie de me poser et continuer à faire ma carrière. D'accord. Et donc ensuite tu sors de l'INSEAD, comment ça se passe? Ça ouvre pas mal d'opportunités, c'est facile de trouver un job, les entreprises même viennent chercher des alumni, comment ça se passe? Alors non, c'est une bonne question. Donc il y avait plein de boîtes qui sont venues sur le campus évidemment, beaucoup de boîtes de conseil. Et moi qui venais du conseil, moi je me suis dit non, je vais pas y retourner, j'ai déjà fait 10 ans. Donc il y avait tous les McKinsey, BCG, Bain qui venaient avec toute la fanfare et moi j'ai même pas candidaté. Donc j'y suis même pas allé parce que j'avais pas du tout envie de faire ça. Moi j'avais pris le temps et je me suis dit j'ai envie de bosser dans le luxe. Et dans le marketing. Donc c'était un peu aussi prendre l'occasion de faire un changement de carrière. Donc c'était, comme on dit, faire les 3 sauts. Donc c'est saut géographique, changer de l'Europe à l'Asie, type de job, parce que j'avais un job plutôt de consultant dans la technologie et l'industrie. Bon, la réalité c'est que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Donc je suis arrivé à Hong Kong et j'étais un peu un ovni pour les boîtes locales parce que j'avais pas d'expérience dans l'industrie et c'était aussi le début 2014 où il y avait le plan anticorruption qui avait été lancé par le président Xi quand il est arrivé bien sûr, ouais. Et ce qui a fait que les boîtes de luxe souffraient, c'est-à-dire que avant c'était alors maintenant au regard de ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid et les différents événements, c'est une autre perspective, mais déjà en 2014 et donc les recrutements en 2014 dans le luxe étaient plus compliqués et en plus avec un profil qui était pas vraiment pleine plaque, j'ai pas trouvé exactement le job que je voulais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit j'ai envie de bosser dans le marketing. Je viens du monde du digital, de l'IT. Je vais monter ma boîte de conseil. Donc en fait, je suis retourné dans le conseil, mais un peu, on va dire, un peu conduit par les événements. Mais c'était une super occasion. Donc j'ai monté ma société qui s'appelait Evolution Consulting et je faisais du conseil en marketing digital pour on va dire des PME, des structures de taille moyenne. Qui était que j'ai eu justement par l'INSEAD ou par mon réseau ou par mais tu connaissais déjà le marketing digital ou j'ai découvert non j'avais en fait à l'INSEAD ce qui s'est passé c'est que ça te booste ça te donne la confiance d'aller explorer des nouveaux sujets et d'être très entrepreneur en fait. C'était aussi une des choses que j'étais venu chercher dans le MBA, c'était de se dire tu connais pas forcément mais tu peux aller, si tu apprends tu te lances. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais fait beaucoup de cours sur le marketing, j'avais tout mon parcours sur la partie IT et digital. Donc je me suis dit je vais mêler les deux compétences et puis apprendre. Et après en Asie, c'était aussi assez nouveau tout ce qui était Google Analytics, les réseaux sociaux. C'était en 2014, Instagram était assez encore naissant, il y avait toutes les plateformes chinoises qui étaient encore un peu nouvelles. Donc il y avait une opportunité aussi parce que les entreprises connaissaient pas forcément mieux et il y avait besoin de quelqu'un qui pouvait les aider à apporter une vision, une expertise. Donc c'est vraiment, j'ai profité de la niche à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ça avec la suite? Ouais, la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un des fondateurs d'Equimetrix, qui est un copain à moi, m'a dit, on souhaite développer nos activités en Asie, t'as ta boîte, est-ce que tu nous aidais?
Et donc Equimetrix, avant que je bascule pour gérer les opérations, c'était mon client en fait. Donc pendant 2 ans, je les ai aidés à faire du business développement. Et puis quand on a vu que il y avait un bon fit, qu'il y avait un bon retour des clients, lorsqu'on allait les pitcher, leur expliquer ce qu'on faisait, on a convenu assez rapidement que ça allait être intéressant d'ouvrir le bureau et de lancer des activités. Donc en gros, c'était mon client, et puis au bout de 18 mois, 24 mois, on s'est dit là ça serait bien vraiment de lancer le bureau. Est-ce qu'on y va, et est-ce que ça te tente, et est-ce que tu as envie de prendre les rênes des activités. Donc ça s'est fait hyper naturellement et progressivement en fait. Et ça fait 8 ans déjà, c'est ça? Non, ça fait moins que ça. Ça fait depuis j'ai bossé avec eux 2014, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans et 3 mois d'après LinkedIn. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où? Combien d'employés? Votre présence sur la région? Alors, on est aujourd'hui un peu moins de 300 personnes globalement. Ouais. Donc, on a notre siège qui est à Paris. On a des bureaux à Londres, à New York. Et Hong Kong, c'est le bureau régional. À Hong Kong, on a une équipe de 20 personnes. Qui est essentiellement des consultants data scientists qu'on évoquait tout à l'heure, et on a l'ambition de grandir. Là, le plan d'investissement que tu évoquais avec les 24 millions qu'on a levé auprès de Tikeo, qui est un fonds de private equity, et de la BPI en France, c'est vraiment de booster notre développement et d'aller doubler, voire doubler notre chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années, et faire x3 sur les 5 ans. Donc on a un vrai plan de croissance, et les bureaux à l'international, notamment en Asie, vont être un des gros relais de croissance et d'accélération encore plus fort que ça. D'accord. Donc c'est le projet pour nous est super excitant, et parce qu'en Asie on a tout le potentiel pour ça. Mais est-ce que vous avez votre propre tech? Parce que quand on parle de levée de fonds pour une société comme la vôtre, non, mais c'est une bonne question. C'est vraiment ça qui est venu chercher le fonds. On est une boîte de service initialement qui faisait du conseil, mais de plus en plus on développe nos propres algorithmes. On a des algorithmes propriétaires. Ouais. Et le positionnement qu'on a aussi, on développe pour nos clients le concept qu'on appelle de solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire un mix des données qui appartiennent aux clients, de données qui vont être à l'extérieur, et on va apporter nos algorithmes aussi qui vont permettre d'analyser tout ça. Et ça, on va l'intégrer chez le client. Donc c'est le concept. Tu peux donner un exemple concret pour un exemple, bien sûr. Parlant. Un exemple concret, par exemple, ça va être pour L'Oréal. Je peux le citer parce que on a communiqué autour de ça, qui est un autre gros client et qui investit beaucoup dans la technologie, qui va être le leader autour de ce qu'on appelle la beauty tech. Et un des projets qu'on a lancé, qui est assez sympa, qui est autour de l'analyse faciale. Donc, par exemple, tu prends un selfie, et tu vas il y a une application qui a été développée et qu'on a aidé à développer, qui permet de reconnaître ton visage, regarder si tu as des rides. Tu vas rentrer ton âge, tu vas répondre à quelques questions sur la nature de ta peau, est-ce qu'elle est sèche, pas sèche, et voilà, quelques questions sur ça. Et à partir de ça, on a développé un algorithme qui va te faire une recommandation du meilleur produit pour toi et de la meilleure, ce qu'on appelle dans la beauté, la routine, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois utiliser de manière un peu séquentielle, le matin, le soir, voilà. Et donc, comment on a combiné un peu ce que je racontais, les données des clients, c'est récupérer le selfie, combiné avec les données autour des produits de L'Oréal, et en même temps, on a développé tout un algorithme autour de l'analyse des caractéristiques. Et ça venait de nos algorithmes propriétaires, ce qu'on appelle du Natural Language Processing. Alors c'est un peu technique, mais en gros c'est utiliser la data science, l'intelligence artificielle, pour analyser les textes. Voilà. Et donc comprendre les textes quelque part. Exactement. En gros, tu prends l'ensemble de tes produits, tu regardes les ingrédients, et en face de chaque ingrédient, tu vas dire quelle est la propriété qui permet de résoudre un problème. Est-ce que j'ai la peau sèche? Est-ce que j'ai besoin de l'hydrater? Est-ce que j'ai une peau qui est plutôt asiatique, ou est-ce que j'ai une peau qui est plutôt européenne? Parce que c'est des types de peau, et en fonction de ton âge aussi. Et donc tout ça c'est autour d'un moteur, et qui combine plein de technologies. Ça, c'est quelque chose qu'on a apporté et qui était le fruit de nos 15 ans d'expérience dans le métier de la data.
D'accord, ok. Et justement, enfin, dans la data science, on parle souvent de beaucoup de POC, de projets assez, early stage, de tester des technos, etc. Mais on entend dire que parfois, ça reste difficile d'avoir un bon retour sur investissement, de sortir vraiment un vrai business de ces projets. Et j'ai vu que vous avez, enfin, ce que tu dis me fait penser à ça. J'ai vu que vous essayez de traiter cette problématique, d'y apporter une réponse. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'il y a maintenant toutes les entreprises se posent la question, en tout cas veulent se lancer autour de la data parce qu'il y a un peu le buzz autour de ça, mais on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel, il y a un vrai intérêt autour de ça, mais il y a beaucoup de questions de comment on le fait. Et donc c'est vrai qu'il y a assez naturellement le premier sujet, c'est les entreprises n'ont pas forcément envie d'investir 10 millions dans la technologie, elles ont envie de tester. Donc c'est un peu ce concept effectivement de proof of concept, qui est de faire une petite exploration d'un sujet. On va sélectionner un métier particulier, regarder si on a la donnée, tester quelque chose. Et tout le challenge, effectivement, c'est de montrer le retour sur investissement, quelle est la valeur qui apporte au business réellement. Et l'autre challenge, c'est comment, imaginons que ça soit faisable, comment on le réalise vraiment. Parce que tester la donnée, quasiment n'importe qui avec son ordinateur. Aujourd'hui, les ordinateurs sont suffisamment puissants pour pouvoir le faire localement. Mais de se dire comment je fais ça sur 10 pays ou sur l'ensemble de mes business units ou sur des centaines de millions de données, là, c'est complètement différent. Et donc l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, c'est bien de faire des proof of concept, mais c'est mieux, on a un autre concept. Alors c'est pas juste du conseil, mais c'est de se dire, au lieu d'essayer de faire 10 petits projets, essayer d'en sélectionner un ou deux qui sont les plus importants pour l'entreprise et sur lesquels on met plus de ressources. Parce qu'on a vu beaucoup de nos clients, et on faisait partie de ça, qui lançaient plein de petits projets dans tous les sens et de se dire, voilà, on va en sélectionner, mais on se perdait un petit peu dans tout ça. Il y a rien qui sortait vraiment. Donc c'est ton point, c'est au-delà même de montrer la valeur, il y a rien qui se passait. Et donc là, plutôt l'approche, c'est de se dire, au lieu d'aller en sélectionner 10, je mets vraiment le focus sur un ou deux parce qu'on sait que c'est là où ça va être les plus importants et c'est là où je vais concentrer mes investissements, mes équipes et ma technologie. Donc c'est plutôt ça et ça montre aujourd'hui que ça fonctionne. C'est ce qu'on fait par exemple chez L'Oréal et chez beaucoup de clients, c'est avoir plus de focus sur la manière dont on adresse les projets. Donc ça n'empêche pas de temps en temps de faire des explorations, mais on préfère dire allez, on se concentre sur un ou deux et on sait que c'est là où ça va apporter les fruits. D'accord. Et tu commençais à parler donc de déployer un projet sur plusieurs pays. J'imagine que c'est une problématique à laquelle tu es confronté. Bien sûr. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'adapter à différents marchés? Comment tu déploies quoi? Non, c'est une bonne question. Alors c'est un sujet qui est qui a plusieurs niveaux de complexité. Alors sur les sujets de la donnée, il y a beaucoup de sujets en Asie, mais globalement autour de la data privacy. Donc là, tout ce qui est le GDPR en Chine, on entend beaucoup parler des règles sur la gestion des données personnelles. Donc il y a beaucoup de régulations en simple. Et donc ça complexifie un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'une chose que tu as pu développer à un moment donné est pas forcément possible ou complètement valable dans tous les pays où donc tu as un besoin d'adapter et c'est souvent un frein parce que tu as souvent les synergies ou les opportunités, c'est quand tu peux prendre une technologie la développer de manière assez facilement. Et là, on a un certain nombre de freins. Un exemple très concret aujourd'hui, c'est la Chine aujourd'hui a créé ce qu'on appelle le China Firewall, mais qui est vraiment comment les données doivent rester en Chine. Donc maintenant, on se rend compte de plus en plus de clients créer un écosystème qui est spécifique à la Chine. Et donc tu vas avoir c'est même une obligation légale, c'est ça? C'est une obligation légale. Le firewall, c'est ce qui, d'une partie, bloque plein de sites internet comme Google et Facebook. C'est le terme. C'est ça. T'as raison. C'est le terme générique qui est utilisé, mais qui est vraiment ce qui est sous-jacent, c'est la cyber security law, qui définit que soit les données personnelles, soit les données sensibles ne doivent pas sortir de Chine. Et il y a un certain nombre d'articles qui sont pas forcément hyper clairs, laissés justement à propos un peu en zone grise pour pouvoir à un moment donné apporter la sanction. Et donc il y a énormément d'entreprises qui veulent pas prendre le risque parce que le marché est suffisamment gros et il y a beaucoup de. Et donc ce qui se passe, c'est que tout est effectivement doublé en Chine. Donc tu as tous les systèmes de données, tous les systèmes IT qui sont dupliqués, qui sont spécifiques à la Chine et sur l'Asie. Donc on se rend compte. Et donc voilà, typiquement quand on doit
développer notre solution, il va y avoir comment on redéveloppe ça, par exemple pour la Chine qui a un très gros marché, et il y a d'autres, par exemple la Corée aussi qui est très à cheval sur ces sujets de data privacy. C'est comment on prend en compte ça. Mais au-delà de ça, c'est notre métier. On a rencontré beaucoup de projets comme ça. C'est comment la base qu'on a développée à un moment donné, on arrive à la scaler. Et sur les métiers de la donnée, au-delà de la technologie, c'est de l'humain. Et en fait, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'accompagnement en changement et de process. Parce qu'in fine, la donnée en tant que telle, c'est juste des 0 et des 1. Mais c'est de se dire comment les gens se l'approprient et l'utilisent. C'est le plus gros aussi de notre travail. Donc, t'as un gros sujet technologique qui est important, mais t'as un gros sujet d'appropriation, et de s'assurer que les gens vont utiliser ce qu'on propose. Parce que sinon, comme on dit, t'as un super outil, mais tu le laisses sur l'étagère et puis, il se passera rien, quoi. Donc il y a beaucoup de conduite du changement, de proximité. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le bureau en Asie. Et c'est pour ça que, au travers de la levée de fonds qu'on a, on souhaite continuer le développement à l'international et notamment ouvrir d'autres bureaux. C'est créer cette proximité. Donc dans les projets, on réfléchit de manière prioritaire sur la Chine, qui est le gros marché. Il y a le Japon aussi, sur lequel il y a beaucoup d'opportunités. Et sur l'Asie du Sud-Est, assez logiquement, ça sera plutôt Singapour qui sera notre point d'ancrage pour pouvoir adresser l'Asie du Sud-Est. Mais ça, c'est la réponse à ça, c'est vraiment créer cet ancrage pour être plus proche des clients et qui, au-delà des sujets technologiques, vraiment sujet de conduite du changement. D'accord. On a justement un débat récurrent dans le podcast sur la compétition entre Hong Kong et Singapour. Oui. Toi qui es venu t'installer déjà depuis longtemps à Hong Kong et qui regarde maintenant Singapour comme un développement futur, comment tu vois ça? Si c'était à refaire, toi c'était évident qu'il fallait être à Hong Kong pour ton business. Nous, ça s'est passé assez naturellement parce que nos clients étaient à Hong Kong. D'accord. On avait nos clients qui étaient beaucoup dans le luxe, dans le retail. Et en fait, alors si on prend juste une dichotomie des marchés, c'est vrai que Hong Kong c'est un marché très secteur financier et retail et logistique, on va dire, ça va être les gros, si je fais un peu les gros découpages, par rapport à Singapour qui va être plutôt la grande conso. On va voir l'Asie du Sud-Est aussi, et puis on va voir les boîtes de services. Si je le résume, mais c'est un peu comme ça qu'on voit l'organisation de nos clients ou des potentiels. Et nous, Hong Kong, c'était plus la proximité qu'on avait soit dans le secteur financier, soit dans le retail. La question, elle s'est posée effectivement parce qu'on est une boîte de services et technologique. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt à Singapour parce que tu vas avoir Microsoft, tu vas avoir les Google, tu vas avoir toutes les boîtes de technologie. Mais une nouvelle fois, je pense qu'il prédomine, c'était plutôt la proximité de nos clients que vraiment le hub technologique. En fait, l'autre question qui se pose maintenant, au-delà maintenant de Hong Kong, c'est est-ce qu'on reste à Hong Kong ou est-ce qu'on va en Chine? En fait, le gros sujet qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui sont en train de bouger leur siège régional de Hong Kong vers la Chine. Et par exemple, sur les sujets technologiques et d'intelligence artificielle, Shenzhen est devenu un énorme hub où il y a énormément de développement. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine. Donc, je dirais même, j'étends même le débat de se dire sur ça. Et ce qu'on voit, nous, sur le métier de la data, c'est qu'Hong Kong n'a pas complètement pris le tournant. C'est vrai que par rapport à Singapour. Donc, il y a eu un gros investissement et un objectif un peu stratégique qui a été mis à Singapour depuis de nombreuses années et qui se traduit par des subventions, qui va se traduire par des cursus universitaires qui sont assez pointus sur les sujets de la data, alors qu'à Hong Kong, ça a mis beaucoup plus de temps. Les premiers, je pense, promos autour de la data science, c'est sorti il y a même pas 12 mois, alors qu'aux États-Unis, ça fait déjà depuis 10 ans, quoi. Donc ça donne déjà la mesure, la maturité, et même sur le développement de l'écosystème autour de la fintech, du retail tech, Hong Kong, ça reste encore un petit peu frileux, quoi. Alors qu'en Chine, c'est l'explosion. Donc se pose la question de plutôt, je dirais même, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Chine, comment on tire profit de ce qui se passe en Chine parce que ça bouge énormément. Voilà. Mais est-ce qu'ils ont besoin de toi en Chine justement aussi, tu vois? Alors, quel est leur niveau d'avancement et qu'est-ce que tu peux apporter sur le marché chinois? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a un énorme potentiel. En tout cas, c'est comme ça que je lis le marché. C'est comme ça que je le pitch en interne. Donc, j'espère que je me trompe pas, mais non, mais je pense qu'il y a un énorme potentiel parce qu'il se passe. C'est un peu à l'instar de ce qu'on voit avec les GAFA, c'est que il y a une très grosse concentration de la technologie et des données dans très peu de mains.
Donc on voit effectivement que Alibaba, Tencent ou Baidu, par exemple, vont concentrer les données au travers des plateformes, vont concentrer les technologies. Donc ils ont des armées de data scientists et vont proposer ça à leurs clients. Mais la question pour les clients, c'est comment eux en interne s'organisent. Et aujourd'hui, t'as une sorte de rupture où les clients ont une maturité qui reste encore assez faible. Et d'un côté, t'as des boîtes technologiques qui ont fait beaucoup d'investissements. Donc c'est comment on aide nos clients. Et là, il y a énormément de sujets, il y a beaucoup d'aides et d'essayer de récupérer un petit peu la couverture parce que c'est vrai que tout est entre les mains de ces BATX, comment dire, en Chine. Voilà. Et donc. D'accord. Donc le potentiel est énorme. À l'image, ce qui se peut se passer, je sais pas, par exemple dans le retail avec Amazon qui prend tout le marché où ça demande des alternatives. Exactement. Voilà, c'est un peu une situation similaire et tu peux te poser comme alternative à ces géants, quoi. Ben en plus on a un cas, on a nos clients dans le secteur de la beauté qui sur les sujets de ce qu'on appelle du cloud ou comment on met notre donnée sur le cloud sur internet a décidé de pas prendre ni Amazon ni Alibaba. D'accord. Et c'est assez marrant parce que en tout cas c'est plutôt visionnaire de se dire aujourd'hui c'est plutôt des fournisseurs de services autour du cloud, mais en même temps, ils ont des plateformes de distribution du retail. Et le jour où ils vont changer les conditions de marché en disant, cette fois-ci, la marge que l'on prend pour distribuer vos produits, c'est plus 10%, c'est 20%, ou on lance notre propre marque, parce que finalement, on sait tous les produits que vous lancez, donc si on lance notre propre marque, on a l'argent, ça va devenir un compétiteur frontal. Comme ça peut être le cas par exemple sur le secteur aérien ou le booking, c'est-à-dire le jour où Google veut se lancer à fond sur ces sujets-là, il y a beaucoup d'agences qui vont disparaître. Donc voilà. Et donc ils ont dit nous on va pas donner notre donnée, on donne pas ça. Et ils ont fait des accords avec d'autres fournisseurs. Donc on se rend compte que il y a tout un jeu aussi sur le marché de la manière dont on peut lire l'écosystème. Et si je reviens à ta question, il y a un énorme potentiel parce que je pense qu'il y a un énorme boom sur le marché en Chine, il y a besoin d'accompagnement. Et après le sujet, c'est pas forcément de nous d'apporter que notre technologie. Et ce qu'on voit beaucoup sur le métier de la data, c'est comment tu crées des écosystèmes. Et c'est un peu c'est au lieu de se dire je vends que ma solution, mon software, c'est plutôt comment j'agrège plein de startups qui vont avoir des technologies différentes, plein de données qui peuvent arriver de différents endroits. Et moi, je vais être un peu cet orchestrateur. J'apporte à un moment donné certains de mes modules, certains de mes algorithmes, mais en même temps, je vais prendre ce qui se fait de mieux sur le marché et j'apporte ça, je mets ça sur une plateforme qui va aider le client. Et de plus en plus, c'est ça les réflexions qu'il y a, c'est de passer d'un modèle qui était très je te vends ma licence à un modèle plutôt je crée une plateforme, je crée un écosystème qui prend les meilleures solutions du marché. Et c'est là aussi on aide beaucoup parce qu'on travaille beaucoup avec les startups. Donc ce qui peut te faciliter sur la Chine, j'imagine, le travail, vu que, quand on a une solution qui est toute faite en Occident et qu'on veut l'adapter en Chine, c'est pas facile. Mais si toi, t'as cette force de pouvoir travailler avec des acteurs locaux en Chine. Exactement. Je pense qu'il y a besoin d'agilité. Même dans notre métier aujourd'hui, il y a besoin d'énormément de customisation, d'agilité. Et donc c'est vraiment ça qu'on apporte. Après, moi, j'ai la moitié de mon équipe qui est chinoise, Mainlander. Ici à Hong Kong. D'accord. C'est un choix, ça s'est trouvé comme ça? C'est un mix de, à la fois de besoin de nos clients, comme on travaille beaucoup sur la Chine, et c'est vrai que ça facilite. Je parlais de la conduite du changement, le fait d'échanger, même de lire, le fait de lire le texte en chinois, qu'on fait par exemple de l'analyse sémantique. J'évoquais tout à l'heure le NLP. Le fait d'avoir des Chinois, ça facilite, parce que sinon pour un Européen, c'est très abscon. C'est du chinois, quoi. Et puis après, en termes de talent, je parlais aussi du fait qu'Hong Kong est un peu en retard sur le développement des cursus. Et les talents, en plus, quand ils travaillent sur ces métiers-là, vont plutôt dans la finance, parce que ça permet d'ajouter 1 ou 2 zéros à la fin du mois. Et donc, c'est un peu le mix des deux, à la fois de besoins de nos clients et de ce qu'on voit sur le marché, où il y a énormément de talents et de gens qui sont en Chine, qui viennent étudier à Hong Kong ou qui étudient à l'étranger. On recrute beaucoup de gens qui viennent de Cambridge ou qui viennent de Columbia ou même qui étaient à Polytechnique ou à Centrale et de profil asiatique qui veulent revenir en Asie
et nous on se trouve être une bonne solution pour eux. Et donc ça c'est top. C'est pour ça qu'on a ces Chinois là dans l'équipe. D'accord, en tant que consultant. Super. On est passé rapidement sur ce que fait Equimetrix, mais je regarde un peu. Enfin, c'est quoi les gros piliers du type de projet que vous traitez? Les principales industries, tu en as déjà un peu parlé. Et peut-être tu peux nous donner un ou deux exemples concrets, comme l'exemple L'Oréal, là, qui était super intéressant. Dans la data, c'est toujours parlant quand tu nous expliques qu'est-ce que tu fais concrètement, quoi. Exactement. Notre métier, on a un métier d'aider les clients à utiliser la donnée et avoir un impact business. Je le résume en très simple, mais c'est vraiment ça. Donc c'est aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clients qui se disent j'ai beaucoup de données, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà, par où je commence, comment je m'organise. Et, voilà. Et notre métier, c'est vraiment d'aider à identifier les opportunités, c'est de faire le choix. Qu'est-ce qui va apporter qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus faisable. Donc c'est un peu cette logique comment on passe d'un proof of concept à sélectionner quelles sont les meilleures opportunités. Et puis après, c'est comment j'utilise la technologie, comment je vais développer les algorithmes et comment je vais intégrer ça dans l'organisation en termes de système et en termes de changement pour que ça ait un vrai impact. Alors après, notre domaine d'application, on en a 4. Donc on a un premier domaine qui est le métier historique, qui est tout ce qui est la performance marketing. Les fondateurs d'Equimetrix, qui sont 4, travaillaient en agence média, et donc c'était il y a 15 ans. On n'appelait pas ça data science, mais ils ont mixé tout ce qui était les données médias avec avec la data. Et en gros, ils ont commencé à faire les premières mesures du média. Et donc ça, ils ont commencé à faire ça. Bon, ils se sont rendus compte que les recommandations, ce qu'ils observaient qui fonctionnait le mieux pour les clients, n'était pas forcément ce que poussait l'agence. D'accord. Et donc ils se sont dit, c'est un peu compliqué pour nous, et puis il y a un vrai potentiel. Donc performance marketing, c'est quels sont les canaux qui sont les plus efficaces. Est-ce que je dois investir dans les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux? Est-ce que je dois faire de la télé? Ainsi de suite. Il y a un deuxième sujet qui est tout ce qui est l'analyse de la donnée client, ce qu'on appelle le CRM, qui est vraiment de se dire j'ai plein de données sur mes clients, sur leur comportement. C'est comment je peux comprendre mieux qui sont leurs comportements d'achat pour leur faire des offres plus personnalisées et leur offrir une meilleure expérience. Donc ça, c'est vraiment le deuxième gros sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur ça. Le troisième sujet, c'est l'excellence opérationnelle. Alors au-delà du terme un peu galvaudé, c'est de se dire j'ai des process métiers, par exemple comme la supply chain, la logistique ou par exemple la gestion de risque, et comment je vais utiliser mes données qui sont un peu partout dans l'entreprise, les agréger sur une plateforme et faire une analyse autour de ça grâce à la data science et d'être plus efficace. Typiquement sur ça, c'est comment je veux être plus prédictif. Sur la supply chain, il y a des gros sujets de ce qu'on appelle le demand forecast, de prédiction des ventes. C'est quelles vont être mes ventes dans un mois, 6 mois. Donc ça permet d'optimiser les stocks. Et par exemple, c'est un gros sujet dans beaucoup de clients dans le retail autour du e-commerce, notamment en Chine avec tous les grosses campagnes, le Double 11. Maintenant, j'ai cru entendre que maintenant il y avait un double tous les mois. Il y a le Double 12. Donc ça s'arrête plus, mais ça crée des énormes pics d'achat. C'est comment j'anticipe ça, parce que tu n'as pas envie de perdre des ventes, mais en même temps, tu n'as pas envie de surstocker. Donc, c'est comment je gère tout ça et j'optimise au mieux ma chaîne de supply. Donc, ils ont déjà toutes les données disponibles. Il y a plein de données qui existent. À faire des forecasts. Exactement. Il y a plein de données qui existent, qu'on va récupérer sur les plateformes. Il y a les données historiques, parce que le métier de la data, ça reste quand même un métier d'utiliser la donnée historique. Et de traiter la donnée aussi, non? On dit qu'il y a une partie assez ingrate, que parfois la donnée, il y a une grosse partie de la traiter, de la nettoyer. Tu utilises le mot ingrat, c'est vraiment ça. Effectivement, il y a beaucoup de temps qu'on passe à collecter la donnée, qui est une première complexité, à la mettre dans un même endroit, à la nettoyer, parfois et la mettre au même format, parce que la qualité de données ou la cohérence n'est pas toujours là, donc ça prend du temps, effectivement. Donc c'est un travail ingrat, mais qui est nécessaire pour après pouvoir faire les bonnes analyses. Voilà. Et donc le dernier sujet, c'est le sujet d'être un peu en disruption et de créer des nouveaux services. Donc c'est ce que j'évoquais par exemple avec L'Oréal, le fait d'avoir une application qui est nouvelle sur le marché. Ils sont les seuls à avoir ça
de reconnaissance faciale, de recommandation de produits, c'est un facteur différenciant, c'est un avantage compétitif sur le marché. Et donc il y a plein d'industries qui souhaitent utiliser la donnée pour justement proposer soit des nouveaux services, soit avoir cet avantage compétitif. Un autre exemple, par exemple, sur des hedge funds, on a apporté de la technologie pour sourcer des nouvelles entreprises. Donc c'est le cœur de métier du hedge funds, mais on a apporté un autre angle et grâce à des algorithmes pour des investissements. Exactement, qui permettaient d'agréger des données sur les réseaux sociaux. Donc, il faut imaginer qu'on a créé une sorte d'énorme aspirateur à données sur Internet, avec les réseaux sociaux, les données sur les revues spécialisées, Financial Times et ainsi de suite. À Bloomberg, on a mis ça dans une énorme plateforme. Vous avez scrappé des données. Tu as des connecteurs. Tu as des connecteurs aujourd'hui qui permettent de faire ça. D'autres, effectivement, on peut le scraper dans la mesure où c'est légal. Aujourd'hui, on a une position qui est très claire sur le fait d'utiliser les algorithmes de manière éthique et de respecter ce qu'on appelle le data for good. Donc, on a une sorte de charte d'utilisation aussi de la manière dont on déploie ça. Donc, il faut protéger la donnée. Enfin, on parle beaucoup de privacy, etc. Mais aussi la manière dont tu obtiens cette donnée. Quand on parle de scrapping, c'est vraiment un petit algorithme qui va aller sur un site web récupérer la donnée. Et là, il y a des limites légales, quoi. Donc, bien sûr, il y a des limites légales sur la manière ça, sur les données des consommateurs ou des gens. Alors là, c'est encadré. Je parlais du GDPR, la data privacy. Tous les pays, c'est très encadré. Et globalement, effectivement, et puis au-delà de ça, après, c'est la manière dont on développe le code aussi. On parle beaucoup de biais dans la manière dont les algorithmes fonctionnent. Donc, ce qui était l'exemple qui est assez connu, c'est chez Amazon. Ils avaient développé un algorithme pour aider à recruter des nouvelles personnes chez Amazon. Et donc l'algorithme faisait une recommandation, il fallait prendre que des garçons. Il fallait prendre que des garçons qui avaient blanc garçon qui a 25 ans, qui a étudié en Californie. Voilà. Et donc ça, c'était le biais d'entraînement de l'algorithme, parce que c'était basé sur les données historiques. Mais en gros, on reproduisait le même exemple. Et donc c'est comment, lorsqu'on va développer des algorithmes, on va éviter ces biais-là d'apprentissage. Et ça peut être lié au genre, ça peut être lié à la nationalité. Voilà. C'est comment on respecte ça en termes de biais et en termes de gestion éthique. Et ça, pour nous, c'est très important. Et je pense que c'est le sujet fondamental de demain, parce que de plus en plus, on voit que les algorithmes sont un peu partout. On les voit pas forcément, mais qui conditionnent énormément de choses. Et donc c'est à ce moment-là où ils vont rentrer en conflit avec nos vies. C'est par exemple l'autre exemple, c'est sur la voiture autonome. Et donc l'exemple qui était donné qui est par exemple si la voiture doit faire un choix entre soit éviter des enfants qui traversent la route, mais si on fait ça, tu tues ta famille. Voilà. Et qu'est-ce qui doit être fait? Et donc il y a beaucoup effectivement de questions sur la manière dont on entraîne l'algorithme, et il y a de choix qui sont de plus en plus éthiques. Comment vous faites, vous, si un choix éthique, vous avez des spécialistes sur la question, vous allez chercher un philosophe, comment on fait, quoi? C'est vrai que le philosophe, la philosophie, mais revient sur le devant de la scène, et il y a beaucoup de... Alors nous, on travaille avec des spécialistes qui sont sur ces sujets-là, il y a des experts sur le marché, on travaille beaucoup avec les clients, avec les services légaux, avec les personnes qui... on essaie de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport aux valeurs de l'entreprise, de nos clients? Qu'est-ce que nous, on pense qui est la bonne posture, et en apportant les experts par rapport à ça. D'accord. Donc, c'est un sujet qui est assez nouveau, mais qui est très intéressant, mais qui est un sujet fondamental pour demain, et un peu dans toutes les industries, et d'autant plus que lorsque on va avoir des données de plus en plus personnelles, les données de santé, ainsi de suite. Par exemple, là, c'est des sujets fondamentaux. Il faut mettre les bonnes barrières. Voilà. Et donc c'est un sujet intéressant. Il y a des livres assez terrifiants sur les sujets, sur le machine learning et le futur de l'intelligence artificielle. Je crois comment il s'appelle, Nick Bostrom. Il y a un type qui analyse comment le futur va se passer. Et il y a des scénarios catastrophes un peu inquiétants, quoi. Donc il vaut mieux réfléchir en avance. C'est toujours pareil. Je pense avec la technologie.
Ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. C'est comme le nucléaire. Le nucléaire peut être pour le meilleur, pour le pire. Pareil, je pense sur les ordinateurs. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle et de plus en plus la manière dont ça essaye de reproduire le comportement du cerveau. Et on voit comment les investissements qui sont faits dans le domaine autour des neurosciences. On voit que les leaders aujourd'hui mondiaux sur la neuroscience, c'est Facebook, c'est Google, c'est Tesla. Donc il y a des investissements massifs qui ont été faits par ces entreprises-là. Sur la neuroscience. Ouais, sur la neuroscience. Ils ont investi dans le biotech. Et ce que dit Elon Musk, lui, il est très clair sur ça. Lui, il souhaite développer des algorithmes, voire des puces qui seront mixés avec le cerveau, qui aideront à prendre des décisions. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif in fine, c'est ça, c'est d'avoir une convergence de la technologie et de l'humain. Qui est une voie pour sauver l'humanité quelque part. C'est un peu la réflexion que les machines peuvent nous tuer et on ne peut pas lutter face aux machines, donc fusionnant avec les machines. Quoi. C'est un peu ça. Alors, il est très prospectif. Est-ce que le fait d'aller sur Mars, ça va sauver l'humanité, ou est-ce que le fait de peut-être sauver la Terre, c'est peut-être pas ça qu'il faut peut-être commencer plutôt que d'aller se dire on va aller sur Mars. Mais donc il a toujours des visions très prospectives, mais c'est effectivement ne pas opposer les deux. Et si j'en reviens, après il y a d'autres philosophes ou d'autres penseurs qui disent qu'aujourd'hui ça va créer une sorte de schisme encore plus grand, parce qu'il va y avoir les boîtes technologiques et les gens les plus riches qui pourront s'équiper de ça, et les gens qui ne pourront pas s'équiper de ça, et on tombe un peu dans la science-fiction. Donc pour moi c'est très loin, donc on en est encore loin de ça, mais on voit que ça évolue, dans le secteur financier, dans le secteur bancaire ou de l'assurance, où c'est fait, il y a beaucoup d'attention qui est portée sur ça, parce que le certain nombre de recommandations qui peut être fait par les algorithmes peut avoir des impacts très forts sur la manière dont on va assurer des gens dans la santé, on va faire des recommandations sur des détections de maladies et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de prudence qui est faite sur ça. Donc là, j'anticipe, parce que c'est pas notre quotidien, mais c'est des sujets qui sont à notre porte, et pour autant sur lesquels on est assez actif. Et sur la Chine, tu as une vision de ce qui se passe un peu en Chine dans le domaine Je dirais pas vraiment, mais je pense qu'ils sont, si je vais le dire un peu de manière politiquement correcte, ils sont très pionniers sur ça. Et je pense que c'est très encadré par le gouvernement, mais en même temps, ils vont très loin. Donc on voit, je pense que ils poussent de plus en plus les limites. Après, pareil, c'est une question je dirais à la fois de valeur, mais par exemple sur la manière dont le score social est mis en place en Chine. Donc, est-ce qu'on doit utiliser les données personnelles pour monitorer la manière dont le comportement des gens et avoir un score qui leur donne accès à un certain nombre de choses? En Chine, ça a été intégré et c'est accepté socialement parce qu'on pense que ça apporte un bien pour la société, et c'est la vue qui a été en Chine. Et après, sur la Chine, aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux sur toute l'intelligence artificielle, ça c'est sûr, qui investit énormément dans tout ce qui est reconnaissance d'image, et donc il y a énormément d'applications, que ce soit médicales, industrielles et autres, et ils vont assez loin sur ça. J'ai pas vraiment la visibilité de ce qu'il fait parce que ça va tellement vite, mais la vision que j'ai plutôt globalement, c'est qu'ils sont très pionniers et ils n'hésitent pas à beaucoup investir. Maintenant, ce qu'il y a derrière, je sais pas, c'est trop loin de moi. Ouais, l'avenir le dira, mais il y a un discours tenu notamment par Li Kai-fu, que la Chine et les États-Unis investissent massivement dans l'AI, dans le machine learning, et que l'Europe risque de se trouver à la traîne, voire même des États subalternes face à ces grandes puissances, quoi. Là on est dans les vraiment. C'est à la fois l'observation. C'est sûr que l'observation, je dirais, l'IA c'est une des menaces, mais c'est sûr sur la technologie, quand on voit les gros acteurs du e-commerce ou de la technologie en Europe. Il y a plus grand monde. On avait quelques acteurs, on avait Nokia, on avait quelques opérateurs, mais ils sont aujourd'hui, on est nulle part. Et c'est vrai que quand on voit les plans d'investissement qui sont faits en Europe par rapport à ce qui est fait en Chine ou aux États-Unis, on se dit qu'on n'est peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'il faudrait. Après, si
si je prends une perspective un peu plus positive, c'est vrai qu'en revanche, on a beaucoup de cursus en mathématiques, en data science qui sont très poussés en Europe, que ce soit au UK, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Et donc il y a beaucoup d'innovation qui sort des universités ou des labs qui sont en Europe, et où la Chine aujourd'hui a investi beaucoup, mais elle est pionnière parce qu'elle a accès à beaucoup de données. Et donc, elle a une capacité d'entraîner des algorithmes qui est fantastique, mais qui n'est pas forcément en créer les nouveaux algorithmes de demain. Donc ils utilisent l'accès à une donnée qui est fantastique. Donc, ils ont les meilleurs algorithmes sur la reconnaissance d'image, l'analyse de texte, mais pas forcément sur les algorithmes de demain. Et justement, là, on doit combiner avec l'humain. Et donc, je pense que l'Europe a encore une carte à jouer, mais comme d'habitude, souvent en Europe, on a les bonnes idées, puis on part aux États-Unis pour se le faire financer. Donc, c'est comment on arrive à garder ces talents-là. Nous, on a une pépite en France. Je pense que l'investissement qu'on a eu, c'est essayer de garder justement ces talents-là en Europe et les développer. Donc moi, je suis plutôt optimiste par rapport au potentiel qu'on a en Europe, mais il faut y aller, quoi. Parce que en Chine, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont passé la troisième, et voilà. Donc à nous maintenant de rattraper ça, quoi. Ok. On est parti loin là. On est parti sur un autre sujet. On peut écarter presque de l'Asie, mais bon, on s'est raccroché un peu à la fin. C'était passionnant. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie à Hong Kong? Comment c'est d'être expat à Hong Kong? Après toutes ces années, tu t'amuses toujours ici? Alors, exact. Alors moi, je découvre chaque jour Hong Kong. Moi, je me définis pas forcément comme expat. Ouais. Je pense que je suis plutôt un gweilo, comme on dit à Hong Kong. Je suis un étranger, mais pas forcément un expat. Moi, je suis pas arrivé avec un package expat. Moi, j'étais un entrepreneur quand je suis arrivé. Donc, je suis arrivé, j'ai créé ma boîte. Je sortais de mon MBA et j'ai plus beaucoup de sous. Donc, je suis vraiment démarré comme un entrepreneur. Et donc, je suis pas forcément arrivé comme certains expatriés en banque avec l'appartement payé, l'école pour les enfants, voilà. Donc je me considère pas expat dans ce sens-là, et qui est pas du tout péjoratif, mais je pense dans la nature. Donc je suis effectivement un étranger à Hong Kong. Donc ça fait 6 ans que je suis là, et chaque jour je découvre de plus. C'est vrai que les premières années pour moi Hong Kong c'était vraiment la ville, quoi. C'était l'urbain, quoi. C'était le béton. Et j'ai quand même rapidement découvert au travers du sport. Je fais pas mal de sport et du triathlon notamment. La nature. Hong Kong. Ouais. Parce que le vélo à Hong Kong, c'est pas évident. Alors, c'est super pour courir, enfin le trail. Ouais. La nage, bon, il y a pas mal d'options, mais le vélo. C'est vrai que faut faire attention. Il faut se lever tôt. Donc les cyclistes à Hong Kong. Je suis pas un lève-tôt. Les rendez-vous de 6h du matin le week-end, j'ai du mal, moi. Alors certains cyclistes, c'est même le club des 5 heures, c'est le club du 5. Donc il faut se lever tôt pour effectivement éviter la circulation. Mais au travers du sport, du trail, du triathlon, j'ai un peu ouvert les chakras sur la diversité de la nature qu'il y a à Hong Kong. Je crois que c'est 70% du territoire, c'est naturel qu'on reste à Hong Kong. Donc, en gros, et c'est vrai qu'à Hong Kong, ce qui est assez magique, c'est moi j'habite à Causeway Bay, en 20 minutes ou un quart d'heure, je prends le taxi, je suis dans la mer. En 20 minutes, je suis dans la montagne pour aller courir. Donc il y a les montagnes, il y a tout qui est à proximité, qui est assez fantastique. Donc pour moi la nature, c'est un attrait et je pense qu'il y a une caractéristique qui existe quasiment, je pense que c'est quasiment unique au monde, d'avoir ce côté très urbain, mais en même temps mélangé avec de la montagne, la mer. Tu vas le retrouver un peu à Taipei quand même, tu as un accès à la nature assez rapide. Séoul aussi, je dirais quand même, tu as des petites collines dans Séoul où on peut faire de la rando. Après peut-être la mer est moins proche, donc j'avoue qu'Hong Kong c'est encore mieux. Mais... Donc disons qu'en tout cas moi c'est ça qui me plaît. Après évidemment il y a toute la partie vie sociale, les restaurants. Bon, là avec le Covid c'est un peu bizarre, mais bon, si on prend un peu la perspective... Tout est fermé à partir de 6 heures en ce moment. Donc là, c'est vrai que c'est un peu dur, mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quand même une vie sociale qui est quand même géniale à Hong Kong, une grosse diversité. Et quand on parlait de Singapour, c'est vrai que je pense que c'est un
c'est comme plus dynamique, plus que ce qu'on peut avoir à Singapour. J'adorais Singapour, mais je trouvais que c'est quand même plus vivant ici. Voilà. On dit que Singapour est super pour élever une famille. Est-ce que tu te verrais, après ces années à Hong Kong, t'installer à Singapour dans une deuxième étape? Juste d'un point de vue perso, quoi, pas business. Ouais, je pense que moi je me vois m'adapter à peu près partout. Ouais, Singapour, moi de me dire que je vais avoir ma maison avec mon barbecue et que je vais être en short et en flip-flop, j'ai aucun souci. Et non. J'ai pas cette vision de Singapour, mais c'est comme ça, okay. C'est tropical. Ouais, c'est vrai, c'est tropical. Donc tu passes pas mal de temps chaud toute l'année. Donc je me vois très bien à Singapour. Ok, très bien. Bon, on va arriver à la dernière question. Oui. Donc la question signature du podcast. Est-ce que tu as une astuce pour hacker l'Asie? Alors je vais parler de... Une ou des astuces. Oui, bien sûr. Je sens que la première, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est, et souvent quand on arrive d'Europe, moi je vais parler en tout cas de France, on a une vision de l'Asie qui est assez monobloc. Et je dirais, c'est déjà d'essayer de comprendre l'Asie. Alors c'est un peu, j'ouvre une porte ouverte, mais comprendre la diversité de l'Asie, c'est déjà un premier pas. Et comprendre déjà les cultures entre le Japon, la Corée, la Chine. Donc il y a ce côté culture, mais et essayer d'éviter de plaquer un peu notre raisonnement. On peut tout faire de la même manière sur tous les pays. Donc ça, on sait que c'est voué à l'échec. Donc ça, c'est le premier. Je dirais, c'est le premier travail à faire, hein, de vraiment faire ce travail de compréhension et de rentrer, de comprendre comment les marchés se passent ou comment les cultures fonctionnent. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel et qui rejoint un peu le deuxième point, qui est l'importance des réseaux. Si je prends un peu l'opposé, aux États-Unis, par exemple, si on veut se développer, on va faire du marketing, du média. Et on va développer la marque, et ça va être parce que c'est un marché qui est assez homogène. Mais en Asie, ça passe beaucoup par les réseaux. C'est-à-dire les réseaux de confiance, comment on est recommandé. Nous, on s'est connus au travers d'un événement de networking. Ça montre un peu ça. Et c'est vraiment, et je pense que nos clients aujourd'hui, c'est beaucoup de clients qui ont été recommandés, plus que des actions de prospection. Donc c'est, je dirais, comment hacker. Je connais pas toutes les industries, mais je dirais l'industrie de service, c'est comment être sur le terrain, trouver les bons cercles. N'hésitez pas à demander à des gens d'être recommandés, et ça fonctionne comme ça. Donc il faut du temps. C'est en Chine, ça fonctionne beaucoup comme ça aussi. Au Japon énormément, en Corée. Donc voilà, c'est être patient aussi. Ça se passe pas du jour au lendemain. C'est assez frustrant. Mais dès qu'on a trouvé un peu la clé et dès qu'on est là depuis suffisamment longtemps et qu'on a créé ce cercle de confiance là, c'est juste l'explosion. Donc voilà, je pense que je donnerais ces deux conseils: être ouvert, faire le chemin pour comprendre les différents pays, les différentes cultures, et pas plaquer ça comme un monobloc. Et le deuxième, c'est être sur le terrain, se connecter, être beaucoup, aller voir les gens et se faire recommander, et puis et construire son réseau. Construire son réseau, ça c'est, je pense, essentiel, et c'est à mon avis la clé du succès qu'on a nous maintenant en Asie. D'accord, ok, c'est très clair. Bon je te remercie, Olivier. Merci Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!